Le 18 mars 2023, Le Parisien a sorti deux articles très critiques à propos des livres Les apprentis sorciers d'Alexandra Orion-Caude aux éditions du Seuil et le mien, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Ces articles commencent à parler du livre et ne font pas que discréditer l'auteur. Ils ont cependant un parti pris extrêmement marqué et usent de techniques qui manquent sérieusement de fair-play. Avec l'ami Pierre-Yves Covid, co-auteur du chapitre de mon livre sur les statistiques anglaises et avec qui nous avions expliqué les techniques de manipulation utilisées par Tristan Mendès France et Rudi Reichstad pour tenter de discréditer mon livre, nous proposons une réponse à ces articles. Le premier article du Parisien s'intitule « En tête des ventes et des fake news, le business des livres classés anti-vax ». Avec fake news et anti-vax dans le titre, ça donne déjà une bonne idée du parti pris. Le sous-titre est le suivant. Depuis plusieurs semaines, deux ouvrages défendant des thèses anti-vaccins figurent parmi les plus vendus de France. Un succès qui sidère les scientifiques, vent debout contre des théories absurdes, mais qui profite aux covido-sceptiques et aux éditeurs. Donc la couleur est annoncée, et l'importance est d'autant plus grande que la grande majorité des lecteurs s'arrêtera là. On aimerait connaître la méthodologie des journalistes qui permet de classer un livre dans les fake news. Il faudrait déjà qu'ils nous disent ce qu'est une fake news. Est-ce une vérité dont c'est trop tôt, par exemple? Ensuite, le Parisien se permet de dire qu'il s'agit d'un business, qui plus est classé anti-vax. Et c'est un coup bas assez odieux. D'une part, rappelons que je ne touche pas un centime de droit d'auteur. Tout cet argent va directement à l'association Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes ayant des troubles menstruels depuis leur vaccination anti-Covid-19. Ces femmes se sont donc fait vacciner suivant les recommandations des autorités de santé, assurant que la vaccination était sûre et efficace. Les personnes qui profiteront des droits d'auteur n'ont donc absolument rien d'anti-vax ou de covido-sceptique puisque précisément elles se sont fait vacciner. Je pense qu'elles apprécieraient et mériteraient un minimum de respect. Au demeurant, ça devrait permettre de comprendre que je ne fais preuve d'aucun sectarisme. Un certain nombre de vaccinés ont soutenu les mesures prises pour tenter d'écarter les non-vaccinés de la société. Aujourd'hui, après avoir moi-même été écarté de la société, je cède des dizaines de milliers d'euros à des femmes vaccinées qui ne sont que des victimes. Pour le livre d'Alexandra Orion-Caude, les droits d'auteur vont au suspendu. À minima, les journalistes auraient dû signaler ces points. Je précise également que je ne touche pas le moindre centime pour mes vidéos qui ne sont pas monétisées, et je ne touche pas non plus d'argent pour tous les articles que j'ai écrits depuis 3 ans. Je réalise également en ce moment tout un cycle de conférences un peu partout en France pour lesquelles je ne suis pas non plus rémunéré. Et lorsque les associations reçoivent de l'argent de la part des personnes qui viennent écouter ces conférences, elles reversent ces sommes aux suspendus. Ainsi, ce genre d'insinuations qui salissent un travail entièrement bénévole depuis 3 ans est particulièrement odieux. Ajoutons que l'article du Parisien est payant et que les journalistes sont, eux, rémunérés. Il est assez cocasse de faire du business avec un article qui prétend dénoncer un soi-disant business réalisé par des bénévoles. De même, on aimerait savoir qui est l'autorité scientifique pour déterminer ce qui est anti-vax et ne l'est pas. L'industrie pharmaceutique peut-être? Les gens en conflit d'intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique qui viennent faire la promotion à la télé? Et puis qu'est-ce qu'un anti-vax? Quelqu'un qui s'est fait vacciner de nombreuses fois et a uniquement refusé les vaccins anti-Covid-19 est-il un anti-vax, comme semble le prétendre le Parisien? Quelqu'un qui a étudié les essais de phase 3 de Pfizer et Moderna et explique pourquoi ils auraient dû conduire à l'interdiction de ces produits est-il un anti-vax? Les mots fourre-tout anti-vax ou covido-sceptique n'apportent absolument aucune information sur le contenu du livre. Leur rôle est évident, écarter toute velléité des lecteurs du Parisien d'en savoir plus. À l'instar du mot complotiste, ces termes ne visent qu'à censurer indirectement les livres qu'on fait semblant de présenter. Le sous-titre indique que le succès du livre sidère les scientifiques. Il aurait été plus objectif de dire des scientifiques et de préciser lesquels. Il s'agit bien évidemment d'un sophisme permettant de faire croire à un consensus total, et de laisser penser qu'Alexandra, Pierre-Yves, tous mes co-auteurs et moi-même ne serions pas des scientifiques. Nous verrons par la suite que les seuls scientifiques qu'ont trouvé les journalistes du Parisien sont, étonnamment, en conflit d'intérêts avec les problématiques soulevées par le livre. Il y a donc un sérieux problème de neutralité journalistique. De plus, les théories avancées dans le livre seraient absurdes. Ainsi, il serait aisé d'apporter la contradiction sur le fond et d'indiquer précisément les absurdités. Nous verrons que le second article s'y essaye, mais échoue complètement. Enfin, c'est un réel problème de coller l'étiquette de sceptique à quelqu'un dans le but de le dénigrer, alors que le scepticisme est à la base même de la démarche scientifique. La science, ce n'est pas la vérité révélée, et il faut discuter d'absolument tout,
et surtout des chiffres, si vous voyez le slogan auquel je fais référence. Il faut aussi discuter des méthodes, des théories, des biais, des limites des modèles, des interprétations, etc., etc. Cette tentative échouée de dénigrement ne montre que la méconnaissance de la part des auteurs du monde scientifique et de son fonctionnement. Les journalistes ne cherchent pas la science, les explications, le débat, mais seulement le prêt-à-penser. L'article du Parisien semble promettre une critique d'ordre scientifique de mon livre et de celui d'Alexandra. On peut lire « Ces thèses, nous les avons soumises à plusieurs scientifiques sidérés de lire de telles aberrations ». Or, la seule personne qui s'exprime dans ce premier article, en dehors des journalistes, est Tristan Mendès France. Une fois de plus, toujours le même. Les deux livres traitent de génétique et de statistique. Ce serait une personne présentée comme blogueur, chroniqueur, essayiste et réalisateur, ayant fait des études de sciences politiques, qui serait censé apporter la contradiction scientifique. On a ici affaire à un sophisme d'autorité doublé d'une tromperie sur la marchandise. Sans surprise, Tristan Mendès France n'apporte rien au débat scientifique dans cet article. Il n'est pas là pour ça. Il reste dans son rôle de chef de file de la bien-pensance. Il avoue d'ailleurs son incapacité à comprendre nos livres en avançant l'argument savoureux. Les deux gavent leurs ouvrages de références et de schémas. Ils en font des millefeuilles argumentatifs, décrypte Tristan Mendès France, expert des radicalités. En les refermant, on se dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Là est le danger. Une bonne raison de se méfier de nos livres serait donc que tout est analysé, sourcé, expliqué et basé sur des références vérifiables. Bref, que nous avons une démarche scientifique. Je rassure cependant ce cher Tristan Mendès France. Comme j'ai bien conscience des limites des fact-checkers, j'ai insisté pour que chaque chapitre démarre par une image à colorier. Ça devrait vous permettre de vous occuper. J'ai en effet constaté que pour les fact-checkers, la démarche scientifique est très déroutante. Le prétendu décryptage de mon livre réalisé par votre ami Rudi Reichstad est très révélateur. Il passe la moitié de son intervention à utiliser comme unique source lui-même pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le livre. L'entre-soi atteint son paroxysme avec cette vidéo d'un type qui nage tout seul dans son propre délire. Plus bas, Tristan Mendès France nous dit que je me présenterai en sachant, alors qu'au contraire, je me présente en simple statisticien, et que j'invite quiconque à une critique constructive et au débat contradictoire. Pour ce faire, j'ai mis en ligne tous mes programmes qui permettent de générer les graphiques et les analyses présentées dans l'ouvrage. Pour la rigolade, ce personnage est présenté en expert du complotisme, alors que justement son principal argument fustigeant mon livre dans sa vidéo avec Rudi Reichstad était un dérapage complotiste. Il a affirmé que le succès de mon livre était dû à un grand complot des complotistes soutenu par un push algorithmique mené par la FNAC. Expert complotiste ou en complotisme, à vous de juger. Par la suite, il est indiqué que l'INSEE fustige plusieurs biais, erreurs ou arguments de mauvaise foi dans l'ouvrage. J'aimerais bien, dans une démarche scientifique et constructive, qu'on m'indique précisément lesquels, afin que je puisse répondre, ou même corriger ces erreurs. Mais j'attends toujours une analyse de fond du travail produit. Vu le nombre de ventes et la taille du public concerné, ça vaudrait le coup. Alors chiche, une critique sourcée, expliquée, dans le respect si possible, et à laquelle je pourrais répondre, pour faire avancer le débat. Et peut-être même que de ce débat pourrait naître un consensus. Il est ensuite indiqué que, selon moi, le Covid n'aurait eu qu'un faible impact sur l'hôpital et le vaccin aurait fait jusqu'à 300 000 morts. Le faible impact sur l'hôpital n'est pas selon moi, mais selon le rapport de l'ATIH. Tout le chapitre consacré à la prétendue saturation hospitalière est tiré de ce rapport officiel, complété par le rapport sur les hospitalisations de 2020 dans leur ensemble, ainsi que celui de la Cour des comptes sur les soins critiques. Les sources officielles disent la même chose et je ne fais que les reporter. Il ne s'agit pas de mon avis personnel. Les 300 000 morts des vaccins, quant à eux, sont ici balancés comme un cheveu sur la soupe. Il s'agit d'une technique de rhétorique qui consiste à sortir les propos de son adversaire de leur contexte pour mieux le contredire. Lorsque j'ai terminé l'écriture du livre, environ 30 000 effets indésirables suivis du décès du patient avaient été remontés à la pharmacovigilance européenne et 10 000 par la pharmacovigilance américaine. L'industrie pharmaceutique apporte 2 commentaires aux effets indésirables en général. Tout d'abord, chaque effet indésirable pris individuellement ne peut jamais être considéré comme ayant été causé par le médicament ou le vaccin avec certitude. En effet, les myocardites, les péricardites, les décès arrivent dans la vie courante, bien que rarement, sans qu'il n'y ait nécessairement une prise de médicament ou de vaccin avant. Cette impossibilité de prouver avec certitude la causalité permet de protéger l'industrie pharmaceutique des conséquences de ses actes. Les victimes de cette industrie ne gagnent quasiment jamais rien.
Mais deuxièmement, l'industrie pharmaceutique admet que la pharmacovigilance sous-estime très largement les effets indésirables dus à ces produits. Selon les entreprises du médicament, qui est le lobby de l'industrie pharmaceutique, la proportion d'effets indésirables déclarés ne représente que 5 à 10% des problèmes réels. Autrement dit, selon l'industrie pharmaceutique, pour connaître le nombre d'effets indésirables réellement subis par la population, il faut multiplier par 10 ou 20 ceux qui sont déclarés. Ainsi, c'est bien selon les estimations de l'industrie pharmaceutique, et encore en prenant l'hypothèse la plus favorable au vaccin, que nous obtenons une estimation de 300 000 décès. Il ne s'agit pas de mon avis personnel, mais de celui des professionnels du médicament. Et encore une fois, nous invitons les autorités de santé à publier les statistiques de décès selon le statut vaccinal de façon à lever tout soupçon. Ça serait quand même la moindre des choses, non? Enfin, l'article essaie une dernière fois de me coller l'étiquette d'antivax et conclut sur la responsabilité des éditeurs. Notre Tristan Mendès France National indique que l'éditeur engage sa responsabilité dans le pourrissement du débat public. Rien que ça. Ne serait-ce pas plutôt l'émergence d'un débat public qui a été interdit depuis 3 ans? On aimerait que les statistiques de l'audiovisuel et de tous les médias permettant de comparer le temps de parole consacré à la promotion de la vaccination par des experts de plateaux de télévision à celui critiquant la stratégie par des experts du domaine. Quelqu'un a-t-il le sentiment d'avoir vu un débat quelque part? À vous de juger. La volonté de m'accoler ce qualificatif d'antivax relève de l'association diffamante qui a été détaillée dans la précédente vidéo. En effet, dans nos sociétés, l'imaginaire de la vaccination est associé à la science et au progrès. La réalité est, comme souvent, bien plus complexe. Et je ne connais pas grand monde qui s'est fait vacciner ou qui a fait vacciner ses enfants, qui se soit réellement documenté sur ce qu'est la vaccination. Mes enfants se sont fait vacciner de tous les vaccins conseillés par les médecins, c'est-à-dire bien plus que ce qui est obligatoire, mais ce n'est pas du tout parce que j'avais creusé le sujet, mais parce que je leur ai accordé ma confiance. Je ne découvre que depuis ces dernières années que quasiment aucun médecin généraliste n'a réellement creusé la question et se contente de suivre les protocoles imposés par l'État tout en étant payé pour ça. Gare aux médecins de toute façon qui oseraient contredire le moindre dogme, le Conseil de l'Ordre est là pour les punir immédiatement. La vaccination massive d'aujourd'hui n'est pas pratiquée pour des questions de science, mais bien du fait d'obligations qui, justement, empêchent le débat scientifique. Le corollaire sous-entendu par le Parisien est donc que les antivax sont des ignorants obscurantistes. Or, les ignorants obscurantistes ont toujours été, bien au contraire, ceux qui ne se posent aucune question et se contentent de répéter un discours prémâché. Intéressons-nous maintenant aux auteurs de cet article, à savoir Elsa Marie et Nicolas Bérode, à leurs travaux et à nos points de convergence. Et oui, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais il y en a beaucoup. Ce constat est symptomatique de ce qui s'est passé pour cette histoire de Covid-19. Nous avons vécu les mêmes arnaques que par le passé, mises en scène par les mêmes protagonistes, proposant les mêmes recettes, mais le politiquement correct empêche quiconque de le remarquer, même ceux qui connaissent toutes les ficelles. En effet, Elsa Paris a récemment publié un livre intitulé Génération Bistouri. Les ventes sont encore timides, mais le contenu paraît prometteur. Soyons honnêtes, nous n'avons pas encore eu le temps de lire l'ouvrage, mais avons écouté avec attention et intérêt quelques interventions de l'auteur et de sa co-auteure, Ariane Rioux, publiées par Le Parisien ou sur C'est à vous. Et les parallèles avec notre démarche sont, comme vous allez le voir, saisissants. Son ouvrage est un pavé dans la mare contre les abus et la banalisation de la chirurgie esthétique, notamment chez les jeunes. Il est amusant de noter que les auteurs se défendent d'une position anti-chirurgie esthétique. On n'est absolument pas contre la chirurgie esthétique en général, quand elle est réfléchie, quand c'est le fruit d'une réflexion assez longue. Voilà qui devrait nous mettre d'accord finalement. Avant de faire quoi que ce soit concernant la santé, il faut réfléchir et ne pas se faire influencer par n'importe qui. On va maintenant écouter une liste de citations et chacun peut prendre le soin de remplacer un acte médical par un autre pour se faire son propre avis. Nous, ce qu'on dénonce, c'est la banalisation à l'excès, tout le système qui se trouve derrière, qui pousse finalement des jeunes à se lancer dans la chirurgie esthétique alors qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'idée de le faire autrement. Et oui, imaginez qu'il faille une opération de chirurgie esthétique pour aller au bar, au resto, au ciné ou faire du sport. Quel scandale, n'est-ce pas?
Ces candidats et candidates de télé-réalité n'hésitent pas aussi à parler de chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux. C'est en fait là tout le problème, parce qu'en fait ça va beaucoup plus loin que des blagues. Comme elles chroniquent en permanence leur quotidien, elles évoquent aussi leurs opérations. On va les voir chez leur chirurgien avec la seringue au bord du visage. Elles vont aussi conclure des partenariats avec des cliniques. Elles font en fait de la publicité sans mentionner ni les risques liés à une opération, ni les complications aussi qui peuvent advenir après une opération. Ne pensez surtout pas aux médecins de plateau de télévision en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique ou aux stars du showbiz qui appelaient la vaccination. Ouh là là. Oui, en fait, ils ne montrent que la part belle de la chirurgie, sans aborder évidemment les risques qui peuvent être liés à une opération, parce que c'est pas anodin de se faire opérer. Il y a évidemment les risques liés à l'anesthésie générale, puis à l'opération elle-même, et puis même la période de convalescence. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui oublient ça. Bah tiens, mais comment peut-on penser que l'industrie de la santé aurait survendu les bénéfices, minoré ou même ignoré les risques? Ce serait pas complotiste un petit peu? Les influenceurs et les influenceuses utilisent ces logiciels qui affinent le corps, qui lissent la peau, qui peut gonfler les fesses, qui peut gonfler les lèvres et qui finalement vont donner une image fausse de la réalité qui semble parfaite et qui est en fait inatteignable dans la vie. Comment ça? Les influenceurs seraient prêts à mentir pour défendre un produit? Donc à ce stade, nous nous rejoignons sur la nécessité d'avoir un consentement libre et éclairé pour tout acte médical. Le sujet est rigoureusement le même entre la chirurgie esthétique ou la vaccination, et même tout ce qui a trait à la santé en fait. Et vous allez voir que le parallèle entre nos deux essais ne s'arrête pas là. Elle nous reçoit dans son salon, là où elle veut nous faire une injection, et elle nous raconte qu'elle se fait, je cite, des sommes de ouf, jusqu'à 700 € par jour. Un Américain a eu un rôle clé dans la médiatisation et la banalisation de la chirurgie esthétique, un chirurgien surnommé Dr Miami. Et en fait, au tout début, la profession, on le regarde avec des grands yeux en se demandant ce qu'il est en train de faire, sauf que finalement, ils s'aperçoivent que la recette prend et que c'est aussi un bon moyen d'attirer des patients. Donc finalement, il y en a pas mal qui vont se mettre à l'imiter. Le docteur Benjamin Azoulay fait une intervention à la tribune. Il ne cache pas, comme beaucoup de médecins présents, que le but est d'attirer un maximum de patients. Oui, il se réjouit même que quand il poste une photo d'avant-après d'une rhinoplastie, d'une opération du nez, il peut recevoir jusqu'à 50 demandes de consultation dans la foulée. On comprend en fait très vite que tout ça n'est qu'un business. À la tribune, certains praticiens utilisent même le terme de client au lieu de patient, sans que personne ne s'en offusque. Mais c'est pas complotiste tout ça? Les actes médicaux ne seraient pas uniquement pour le bien-être du patient, mais aussi pour se faire de l'argent sur leur dos? Il faut surtout que les auteurs ne fassent pas le parallèle avec les vaccinodromes, qui ont permis à certains praticiens de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en quelques jours, tout en délaissant leur cabinet sur lequel leurs vrais patients qui étaient vraiment malades n'avaient plus de médecin. Une dernière chose, c'est le botox préventif que j'ai découvert là-bas. En fait, les jeunes viennent se faire injecter du botox pour devancer une ride qui pourrait apparaître. Et donc, on n'attend pas un signe de vieillesse, on l'anticipe. La chirurgie esthétique vit donc de la peur pour pousser à la consommation. La peur de vieillir, qui est pourtant un processus parfaitement naturel. Là, il ne s'agit plus de corriger quelque chose, mais d'intervenir sur quelque chose qui n'existe pas encore. Finalement, c'est une vaccination botoxique. Mais donc, nos deux auteurs ne seraient-elles pas anti-vax? Nous sommes donc d'accord sur le réel problème de corruption des praticiens, et le parallèle continue. L'Ordre des médecins n'a pas non plus les moyens de traquer sur les réseaux sociaux tous ceux qui enfreignent le règlement, et donc ils n'ont aucune raison de s'arrêter puisqu'ils ne sont pas sanctionnés. Vu toute l'énergie dépensée par le Conseil de l'Ordre à traquer les médecins à qui il manquait 1, 2 ou 3 doses, on sait où sont ses priorités. Il s'agit de protéger les dogmes et les intérêts financiers. L'intérêt des patients, lui, il est vraiment très secondaire. Parce que les victimes, il y en a très peu qui portent plainte. Elsa Marie, à la fin de votre livre, vous insistez sur le fait que le ministère de la Santé ne semble pas avoir pris conscience de l'ampleur du problème. L'acide hyaluronique est censé disparaître au bout de quelques mois. Or, devant quelques journalistes, il explique que certains produits arrivent sur le marché qui sont très résistants, ce sont des mélanges, et qu'en fait, ils ne disparaissent pas. Il n'ose pas publier ces résultats tellement ils sont alarmants. Toute ressemblance avec un autre sujet est encore une fois totalement fortuite. Le record du nombre de blessés et même de décès suite à la vaccination anti-Covid-19 remonté à la pharmacovigilance est très certainement ignoré pour une excellente raison. Cette génération est une génération cobaye. Pourquoi? Parce que les effets sont graves pour la suite, pour l'avenir. En fait, on ne sait pas du tout ce que ça donnera dans 5, 10, 15 ans.
Oh ben les vaccins ARNM, c'est pas du tout la même chose évidemment. Il faut absolument croire que se faire injecter plusieurs doses d'une substance dont tout le monde ignore la composition n'aura absolument aucun impact dans les 5, 10 ou 15 ans à venir. C'est assez fou la capacité qu'on peut avoir à se mentir. Le nombre de personnes qui vérifient tout ce qu'il y a décrit sur les emballages alimentaires, qui ont banni de leur alimentation les OGM ou gluten, et qui cette fois-ci se sont fait injecter 3 ou 4 doses d'une substance parfaitement inconnue en bénissant le progrès, c'est assez révélateur de la puissance du conformisme et de la peur. Les auteurs y présentent également le cas d'une victime d'opération, et on échappe étonnamment à l'argument habituel « corrélation n'est pas causalité ». Cette personne souffre peut-être d'une coïncidence. En effet, il existe des études démontrant que les implants sont safe and effective. Et si, on retrouve bien ce genre d'études dans la littérature, avec le même niveau d'indépendance que celle pour le Covid, c'est-à-dire financée par l'industrie concernée. Mais c'est revu par les pairs, bien évidemment, exempt de tout conflit d'intérêts, comme pour les vaccins Covid. Assiste-t-on à un déni de la part des acteurs impliqués dans le business qui tournent en scandale? Les études auraient-elles des conclusions biaisées par leur financement, comme c'est reconnu dans la littérature scientifique depuis longtemps? Une femme a perdu son visage suite à une injection d'acide hyaluronique et nous espérons que sa reconstruction se passe pour le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de donner de la visibilité à votre travail et nous aimerions que vous, journalistes, fassiez de même avec les femmes qui ont perdu leur utérus suite à la vaccination anti-Covid-19 et qui en souffrent également. Et ce, d'autant plus que leurs blessures sont niées. Est-ce vraiment trop demandé? Nous arrêtons cette énumération-là et invitons les auditeurs à se procurer le livre Génération Bistouri chez tous les bons libraires indépendants. Lire ce livre, en parler autour d'eux pour que cela cesse. Cesser non pas forcément tout recours à la chirurgie esthétique, qui est parfois de la chirurgie réparatrice, bénéfique aux patients, mais permettre que les patients puissent consentir de manière libre et éclairée à subir un acte médical, indépendamment de la pression extérieure d'un système qui en tire profit. Quel que soit le sujet, il n'est pas acceptable que le business se fasse au détriment de la santé des personnes et encore moins des jeunes. Il serait peut-être temps qu'Elsa Paris lève un peu le nez de sa copie et se rende compte que son livre, au travers du problème de la chirurgie esthétique, fait en fait le procès de toute l'industrialisation du système de santé qui profite aujourd'hui à un système mafieux. Très chère Elsa Paris, nous racontons rigoureusement la même chose, mais pour l'instant vous refusez de le voir. Dans ce second article du Parisien, commençons par noter que seulement 7 affirmations sont examinées. Sur 2 livres, ça fait pas beaucoup. Et on va voir que les seules 3 affirmations qui concernent mon livre sont loin d'être contredites. Notons qu'encore une fois, les livres sont qualifiés d'anti-vax afin de jeter un peu de discrédit au passage et de dire au lecteur quoi penser. Commençons par noter un progrès de la part de nos journalistes. Il est écrit « Beaucoup des thèses défendues dans ces 2 ouvrages sont contestées par des scientifiques » et non les scientifiques comme dans l'article précédent. Nous sommes effectivement conscients que nos thèses ne sont actuellement pas consensuelles et sommes prêts à argumenter nos désaccords sur des bases scientifiques. D'ailleurs, si nos analyses étaient consensuelles, il n'y aurait pas eu besoin de faire un livre. Il m'est reproché d'indiquer qu'en 1 an et demi de vaccination, nous approchons des 40 000 décès officiellement annoncés sur l'ensemble Europe et États-Unis. Dans la section du livre où j'écris cette phrase, il est clair qu'il s'agit des morts qui sont remontés dans les systèmes de pharmacovigilance passive de l'Europe et des États-Unis. Nous avons déjà traité avant ce que nous pouvons déduire du nombre d'effets indésirables remontés à la pharmacovigilance. On peut toujours discuter de l'attribution des décès à la vaccination. Comme expliqué dans le livre, la seule issue à cette controverse serait que les autorités de santé publient les statistiques de décès selon le statut vaccinal et montrent s'il existe une corrélation ou non entre la date de vaccination et la date de décès. Je maintiens donc mon affirmation qui est corroborée par d'autres statistiques, notamment le lien qui existe entre des hausses de mortalité et les campagnes de vaccination. Et je propose même une piste pour confirmer ou infirmer ce point. Un tel nombre de morts peut paraître choquant au lecteur, et il l'est, mais il ne s'agirait pas d'un record pour l'industrie pharmaceutique qui est considéré avoir causé la mort de plus d'1 demi-million d'Américains dans le seul scandale des opioïdes. Le docteur Milou Daniel Drissi de l'Agence européenne des médicaments nous indique la main sur le cœur que chaque décès était soigneusement expertisé et on n'aurait jamais mis ou laissé sur le marché un vaccin causant autant de morts. Nous invitons les journalistes à faire leur travail en interviewant des victimes ou des proches de victimes des faits indésirables. Le travail est d'ailleurs facilité avec l'action de collectifs de victimes comme Verity France ou Mon Cycle.
Par ailleurs, nous observons avec étonnement que le médecin choisi est tout simplement en situation de conflit d'intérêts, puisque le site Transparence Santé indique qu'il a reçu des financements de Pfizer en 2019. Cela n'en fait pas quelqu'un de neutre pour évaluer la sécurité des vaccins de Pfizer. D'ailleurs, il serait intéressant que Le Parisien fasse un article sur les conflits d'intérêts existants au sein de l'Agence européenne des médicaments, dont la présidente Emmer Cook n'est pas moins qu'une ancienne lobbyiste de l'industrie pharmaceutique. Mais de qui se moque-t-on ? L'autre intervenant dans l'article est le professeur Alain Fischer, mouillé lui aussi jusqu'au cou dans la politique vaccinale. Il vient bien évidemment conforter les déclarations du précédent médecin. Où est le débat contradictoire quand on ne fait appel qu'à des personnes en situation de conflit d'intérêts pour commenter mon livre ? Il s'agit d'une charge, d'une propagande et pas d'un débat. De plus, comme évoqué dans le livre, Le Parisien pratique ici un retournement de la charge de la preuve. Et c'est un scandale dans le scandale. Il s'agit normalement à l'entreprise commercialisant le produit de prouver l'efficacité et la sécurité du produit. Mon livre, comme beaucoup d'autres, permet de montrer beaucoup d'éléments montrant que le produit n'est pas sûr. Au lieu de réclamer des explications aux fabricants, Le Parisien prend la défense de l'industrie pharmaceutique en nous demandant à nous de prouver que le médicament est dangereux. C'est une dérive extrêmement grave. L'article indique plus bas que, selon moi, le Covid n'aurait eu qu'un faible impact à l'hôpital, y compris pendant les 2 premières vagues. Le problème pour eux, c'est que ce n'est pas selon moi, mais selon le rapport de l'ATIH. Donc les chiffres ne sont contestés par personne. Cela confirme que ce sont la panique et la désorganisation qui ont miné les services de soins. En cela, l'impact est grand, mais le méchant virus n'en est pas responsable. Sans cohérence aucune, les auteurs enchaînent sur un appel à l'émotion, sophisme bien connu quand on est à court d'arguments, en disant qu'il n'est pas sûr que les familles des plus de 200 000 patients admis à l'hôpital en lien avec le Covid, rien qu'en 2020, apprécient. Cela n'a aucun rapport avec ce qui précède et n'est absolument pas contradictoire avec la thèse d'une désorganisation que j'avance sur la base des chiffres de l'ATIH. Ce sophisme est d'autant moins justifié que j'ai expliqué en détail l'impact du plan Orsan-Reb sur l'organisation du système hospitalier, qui est la cause précise de la désorganisation de l'offre de soins. Pour mémoire, le plan mis en place le 20 février était que les patients malades ne devaient pas consulter de médecin, mais uniquement se rendre dans l'un des 38 hôpitaux habilités Covid-19 sur les 1500 que compte la France. Les prétendus symptômes de cette maladie annoncée mortelle étant fièvre, signes respiratoires, toux, maux de tête, courbatures, fatigue, perte de l'odorat, disparition du goût ou diarrhée. Autrement dit, quasiment n'importe quel symptôme de n'importe quelle maladie est devenu un cas de Covid-19. Cette stratégie a organisé le plus gigantesque entonnoir à malades jamais vu en France. Le problème n'est pas un virus, mais une désorganisation planifiée. La saturation de ces 38 hôpitaux a enclenché le passage au niveau 2 avec 108 hôpitaux habilités dès le 27 février. Cette couverture toujours insuffisante puisque les malades habituels ne voyaient plus leur médecin traitant a vite saturé de nouveau. Le plan blanc maximal a été annoncé le 12 mars 2020, vidant tous les hôpitaux français, alors que seule la désorganisation et l'interdiction de soins des médecins de ville étaient responsables de la saturation des seuls 108 hôpitaux habilités. Tout est documenté et en libre accès en ligne. Les auteurs nous font ensuite part d'un témoignage d'un médecin du Grand Est. Ce témoignage est présenté comme contredisant ma thèse alors qu'il la soutient. Si vous voulez faire votre travail de journaliste jusqu'au bout, vous pouvez aller interviewer les praticiens de cliniques privées qui ont publiquement déclaré plusieurs fois avoir de très larges capacités pour accueillir des patients au moment où on manquait de lits. Et il en est de même pour les hôpitaux publics de l'ouest de la France, là où je vis. Ce qui vient conforter la thèse de la désorganisation comme cause principale des difficultés pour une bonne prise en charge médicale et seulement dans certains hôpitaux bien spécifiques. Le journaliste fait intervenir Mahmoud Zurek, directeur d'Epiphar, agence qui réalise des études prétendant prouver l'efficacité et la sécurité des vaccins. Il est vrai que je critique beaucoup cette agence et ses prétendus résultats dans mon livre. Le Parisien me cite « Aucune étude diffusée par Epiphar ne montre la moindre efficacité vaccinale, tout simplement parce qu'il ne prend jamais en compte le fait que les non-vaccinés ont été beaucoup plus souvent testés que les vaccinés. » Je maintiens cette phrase et j'ajoute qu'Epiphar a utilisé la même méthode biaisée que l'on retrouve partout. Monsieur Zurek répond dans Le Parisien « Or, les travaux d'Epiphar portent sur les hospitalisés et les morts Covid », réplique agacé Mahmoud Zurek, directeur d'Epiphar. De ce fait, il ne peut y avoir ce genre de biais, lié au dépistage car tous les patients atteints d'une forme grave sont testés à l'hôpital, qu'ils soient vaccinés ou non, affirme-t-il. Cette réponse n'apporte absolument rien à mon argument puisqu'ont été considérées Covid-19 toutes les personnes avec
au moins un test positif Covid-19 et non pas le test positif en arrivant à l'hôpital. Ce n'est pas le test en arrivant à l'hôpital qui fait foi, mais n'importe quel test positif précédemment réalisé suffit. Donc, un non-vacciné qui a déjà été testé 4 fois arrive à l'hôpital et est testé une 5e fois. N'importe lequel de ces 5 tests qui se trouverait positif suffit à le déclarer Covid-19. Alors qu'un vacciné qui n'a jamais été testé arrive à l'hôpital et fait alors un seul test. Il est bien plus probable d'avoir un test positif quand on est testé 5 fois que quand on est testé une seule fois. C'est de la probabilité de niveau lycée. Epifar ne prend jamais en compte le nombre de tests réalisés et l'assume même dans sa réponse. De plus, comme montré dans mon livre, le ministère de la Santé nous donne ses statistiques d'hospitalisation et de tests. On observe que les non-vaccinés sont déclarés à l'hôpital malades du Covid-19 même sans test positif bien plus souvent que les vaccinés. Ici, on voit que sur les non-vaccinés déclarés en hospitalisation Covid-19, seuls 68% avaient un test positif. Aux soins critiques, seuls 71% avaient un test positif, et déclarés décédés, seuls 61% avaient un test positif. Du côté des vaccinés, on est beaucoup plus restrictif. Les hospitalisés Covid-19 sont 86% à avoir un test positif, parmi les soins critiques c'est 80%, et ce sont 92% des décédés déclarés Covid-19 parmi les vaccinés qui avaient bien un test positif. Contrairement à ce qu'affirme le directeur d'Epifar, les non-vaccinés sont bien souvent déclarés Covid-19, même sans test positif. Il y a donc des biais de déclaration colossaux qu'Epifar refuse de corriger dans ses analyses, et tout cela construit l'efficacité vaccinale de manière parfaitement artificielle. Facile de prétendre que le vaccin est efficace quand on met dans la case Covid-19 tout plein de non-vaccinés de manière complètement arbitraire. Ainsi, du propre aveu de son directeur, Epifar a produit des études complètement biaisées par le nombre de tests réalisés dans chacun des groupes. Ce qui est très grave, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Donc, si on récapitule, le Parisien a d'abord invité Tristan Mendès France pour faire le procès du livre, sans aucun argument scientifique, mais en usant des mêmes sophismes habituels pour décrédibiliser l'auteur. Le Parisien a fait intervenir des personnes en situation de conflit d'intérêts qui disent qu'ils ne voient pas de problème d'effet indésirable avec les vaccins. Le Parisien a utilisé l'émotion plutôt que la raison pour me contredire sur la saturation hospitalière. Mes sources sont des rapports officiels, les leurs sont des témoignages bien choisis. Le Parisien a ensuite demandé au directeur d'Epifar ce qu'il pensait des critiques que j'adresse aux méthodes d'Epifar. Ce dernier a donné un argument réfutable par un lycéen. En aucun cas cet article n'est un débat, c'est une charge. Elle est révélatrice de la volonté des auteurs de faire taire la contestation et non pas de chercher la vérité concernant la Covid-19. C'est dommage quand on se rend compte que la journaliste Elsa Marie a écrit un livre qui fait une analyse similaire à la mienne, mais sur le domaine de la chirurgie esthétique. Il n'y a donc pas une volonté générale de taire tous les problèmes médicaux, mais un réel problème de tabou spécifique à la Covid-19. Je remercie toutefois les auteurs, Nicolas Bérode et Elsa Marie, d'avoir osé briser le silence. Ce premier pas franchi n'est pas forcément le plus simple, il reste encore à libérer la parole pour de vrai et entièrement. Je me tiens à votre disposition pour avancer ensemble vers la vérité, et à vous de savoir quand vous serez prêt à l'entendre.